L'été de 1812 s'ouvrit sur l'illusion de l'invincibilité. Depuis plus de 15 ans, l'Europe avait appris à prononcer un seul nom avec crainte ou admiration. Napoléon. Des plaines d'Italie aux rives du Danube, des collines d'Austerlitz aux champs écrasés de Wagram, il avait imposé sa loi par la vitesse, la discipline et une confiance absolue dans son génie. L'Empire semblait arriver à un point où rien ne pouvait plus lui résister. Pourtant, à l'est, au-delà des forêts sans fin et des routes de sable, s'étendait un espace que les cartes ne savaient pas vraiment enfermer, la Russie. La décision d'envahir ce pays naquit moins d'un désir de conquête que d'une nécessité politique. Le blocus continental, censé étouffer l'Angleterre, se fissurait. Les ports russes laissaient y passer les marchandises britanniques et le tsar Alexandre, ancien allié devenu rival, refusait de plier. Pour Napoléon, habitué à résoudre les problèmes par une campagne décisive, la solution était évidente. Frapper vite, frapper fort, contraindre l'ennemi à une bataille écrasante comme tant d'autres avant elle. Ainsi se rassembla la plus grande armée que l'Europe eût jamais vue. On l'appela la Grande Armée, et le nom n'était pas usurpé. Plus de 600 000 hommes affluèrent vers la frontière orientale. Français, Polonais, Italiens, Allemands, Hollandais, Espagnols même, ennemis d'hier devenus soldats sous les aigles impériales. C'était une mosaïque de langues, d'uniformes et d'intérêts, soudés par la promesse de gloire et par la peur d'un homme qui n'acceptait pas l'échec. En juin, les colonnes franchirent le Niémen. Les bottes soulevaient la poussière des chemins. Les sabres luisaient sous le soleil et les tambours battaient un rythme sûr, presque joyeux. On croyait à une campagne courte. Les vétérans racontaient comment l'ennemi, partout ailleurs, avait fini par se rendre après une ou deux grandes batailles. Beaucoup imaginaient déjà Moscou comme un trophée, un autre nom prestigieux à ajouter à la liste des capitales vaincues. Mais dès les premiers jours, quelque chose déconcerta les officiers. L'ennemi reculait. Les armées russes, au lieu de défendre le terrain, se repliaient sans cesse, brûlant les villages, vidant les greniers, laissant derrière elles une terre morte. Ce n'était pas la guerre telle que Napoléon l'avait toujours conçue. Il avançait, gagnait de l'espace, mais sans jamais obtenir la confrontation décisive qu'il recherchait. Chaque kilomètre conquis allongeait les lignes de ravitaillement, épuisait les hommes et les chevaux sans offrir la récompense attendue. La chaleur de l'été pesa bientôt comme une chape. Les soldats, chargés d'équipements lourds, marchaient des heures sur des routes inexistantes. L'eau manquait, la nourriture se raréfiait, les chevaux tombaient, les chariots s'embourbaient. Les maladies commencèrent à faire ce que les canons n'avaient pas encore fait, réduire silencieusement les effectifs. Et pourtant, l'armée continuait d'avancer, poussée par la volonté de son chef et par l'idée qu'un recul serait pire encore. Lorsqu'enfin la bataille eut lieu, ce fut près du village de Borodino. Là, les Russes décidèrent de tenir. Le choc fut d'une violence inouïe. Des dizaines de milliers d'hommes tombèrent en une seule journée, dans un fracas de feu, de fumée et de cris. Napoléon remporta la victoire, si l'on pouvait encore appeler ainsi un champ couvert de morts, mais ce succès n'avait rien de décisif. L'armée russe se retira encore, brisée mais non détruite. La route de Moscou était ouverte, mais le prix payé avait été immense. Quand la grande armée entra dans Moscou, elle trouva une ville presque vide. Les habitants étaient bientôt partis, emportant ce qu'ils pouvaient. Peu après, des incendies éclatèrent. Le feu se propagea dans les quartiers de bois, transformant la capitale en un brasier gigantesque. Napoléon attendit, persuadé que le tsar demanderait la paix. Les jours passèrent, puis les semaines. Aucun message ne vint. C'est alors que l'automne s'installa, puis l'hiver, brutal, implacable. Les premières neiges tombèrent avant que l'armée ne soit prête à repartir. Le froid mordit les corps affaiblis. Les uniformes, conçus pour les campagnes d'Europe centrale, ne protégeaient pas contre des températures qui descendaient bien en dessous de zéro. Les fusils se bloquaient, les doigts gelaient sur les crosses, les hommes mouraient dans leur sommeil.
La retraite commença dans le chaos. Les routes, déjà dévastées à l'aller, étaient maintenant des pièges mortels. Les Cosaques harcelaient sans relâche les colonnes disloquées. La faim poussait certains à des actes de désespoir inimaginables quelques mois plus tôt. Chaque jour, des milliers d'hommes disparaissaient, engloutis par la neige, par le froid ou par la violence. La traversée de la Bérésina devint le symbole de cette agonie. Sous le feu ennemi, dans un froid glacial, des ponts de fortune furent construits pour permettre à ceux qui restaient de l'armée de passer. Beaucoup n'y parvinrent jamais. Les cris des blessés, les chevaux paniqués, les wagons abandonnés formèrent un tableau d'apocalypse. Ce qui avait été la plus grande armée d'Europe n'était plus qu'une masse hagarde luttant pour survivre. Quand les derniers survivants repassèrent le Niémen, l'illusion était brisée. Sur les centaines de milliers d'hommes partis quelques mois plus tôt, seule une fraction revint. La grande armée ne fut pas vaincue par une seule bataille, mais par l'espace, le temps, le climat et une stratégie qui refusa de jouer selon les règles habituelles. Dans les neiges de Russie, la légende de l'invincibilité de Napoléon s'était fissurée, et avec elle commença lentement le déclin d'un empire qui avait cru pouvoir plier le monde par la seule force de sa volonté. La véritable défaite ne se révéla pas immédiatement. Lorsque les survivants quittèrent enfin la Russie, Napoléon tenta de masquer l'ampleur du désastre. Dans ses bulletins, il parla d'un hiver exceptionnel, d'un courage héroïque, d'une armée qui avait souffert mais non succombé. Pourtant, derrière ces mots soigneusement choisis, la réalité était impossible à dissimuler. L'Europe entière comprit que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Dans les villes allemandes, italiennes et polonaises, on vit revenir des hommes méconnaissables. Les vétérans aux uniformes rutilants avaient laissé place à des silhouettes faméliques, enveloppées de chiffons, aux regards vides. Beaucoup ne parlaient plus. D'autres racontaient, d'une voix tremblante, des nuits passées à marcher sans sentir leurs pieds, des camarades qui s'étaient assis un instant dans la neige et ne s'étaient jamais relevés. Ces récits circulèrent plus vite que les proclamations officielles. Napoléon, lui, avait quitté l'armée avant la fin de la retraite. Laissant le commandement à ses maréchaux, il était reparti vers Paris, conscient que le danger le plus immédiat n'était plus en Russie, mais au cœur même de son empire. Gouverner, rassurer, recruter à nouveau, telles étaient désormais ses priorités. Il savait que son pouvoir reposait autant sur la perception de sa force que sur sa force réelle. Mais la Russie avait brisé quelque chose de fondamental. Jusqu'alors, les ennemis de la France craignaient l'affrontement direct. Désormais, ils comprenaient que Napoléon pouvait être vaincu, non seulement sur un champ de bataille, mais par l'épuisement, par le refus de coopérer avec ses règles. La campagne de 1812 devint un mythe inverse, non plus celui de la victoire éclatante, mais celui de la démesure punie. Les États soumis à l'Empire commencèrent à hésiter. Les rois imposés par Paris regardaient vers l'Est avec inquiétude. Les peuples, accablés par les levées d'hommes et les impôts, murmuraient de plus en plus ouvertement. La grande armée avait été un symbole d'unité et de puissance. Sa disparition laissait un vide que Napoléon ne pourrait jamais combler entièrement. Sur le plan humain, le choc fut immense. Des centaines de milliers de familles ne reçurent jamais de nouvelles. Les registres militaires restèrent ouverts, emplis de noms sans date de décès, simplement marqués comme disparus. En réalité, beaucoup reposaient quelque part entre Moscou et la frontière, dans des fosses improvisées ou sous des couches de neige qui avaient fondu au printemps pour révéler des restes anonymes. La Russie, de son côté, sortit victorieuse mais meurtrie. Moscou avait brûlé, les campagnes avaient été ravagées, mais l'Empire avait survécu. Le sacrifice de l'espace et de la population civile avait sauvé l'État. Cette victoire ne ressemblait à aucune autre. Elle n'avait pas été remportée par une manœuvre brillante ou un général génial, mais par une endurance collective, presque primitive, face à un envahisseur incapable de comprendre l'immensité qu'il affrontait. Dans les années suivantes, chaque bataille de Napoléon porterait l'ombre de la Russie. Même lorsqu'il remporta encore des victoires, elles semblaient plus coûteuses, plus fragiles. Les armées ennemies, désormais coalisées, apprirent à l'user, à l'éviter,
à le forcer à des campagnes longues et épuisantes. L'homme qui avait autrefois dicté le rythme de la guerre se retrouvait piégé par le temps. La campagne de Russie n'avait pas seulement détruit une armée, elle avait transformé la guerre elle-même. Elle montra que la logistique pouvait être plus meurtrière que les canons, que le climat pouvait devenir une arme et qu'un empire, aussi puissant soit-il, pouvait se perdre dans l'immensité d'un territoire qu'il ne comprenait pas. Ainsi, dans le silence glacé des plaines russes, bien après que les derniers coups de feu se furent tus, la grande armée continuait de mourir, non plus physiquement, mais dans la mémoire collective. Elle devint le symbole d'une ambition sans limite et d'un moment où l'histoire rappela brutalement qu'aucun homme, même Napoléon, ne pouvait vaincre la nature, l'espace et le temps réunis. Après 1812, l'Empire entra dans une phase nouvelle, presque crépusculaire. Napoléon conservait encore le trône, les institutions, les fastes du pouvoir, mais l'élan qui avait porté ses conquêtes s'était brisé quelque part entre Moscou et la Bérésina. Désormais, chaque décision semblait être une tentative de rattraper le temps perdu, de reconstruire ce qui ne pouvait plus l'être entièrement. La reconstitution de l'armée fut rapide, presque désespérée. Des conscriptions massives furent décrétées. Des adolescents, à peine formés, reçurent des uniformes trop larges et des fusils qu'ils ne savaient pas encore manier. On les appela plus tard les Marie-Louise, du nom de l'impératrice qui signait les décrets en l'absence de son mari. Ces nouvelles recrues n'avaient ni l'expérience ni la cohésion des vétérans tombés en Russie. Elles incarnaient une armée de papier, nombreuses en apparence, fragiles en réalité. Les alliés de la France commencèrent à se détacher. En Prusse, l'humiliation accumulée trouva enfin une issue. En Autriche, la loyauté se fit calculatrice, prête à basculer dès que l'occasion se présenterait. La Russie, désormais auréolée d'un prestige immense, avançait ses armées vers l'ouest, non plus pour défendre son territoire, mais pour porter la guerre au cœur même de l'Europe napoléonienne. La guerre de 1813 fut une guerre d'usure. Napoléon remporta encore des succès tactiques, prouvant que son génie militaire n'avait pas disparu. Mais chaque victoire ressemblait à une blessure supplémentaire. Les pertes étaient lourdes, les remplaçants insuffisants. Les ennemis, eux, apprenaient vite. Ils évitaient l'affrontement frontal, reculaient quand il le fallait, revenaient avec des forces toujours plus nombreuses. La stratégie russe de 1812, faite de patience et de profondeur, contaminait désormais toute la coalition. La bataille de Leipzig, la bataille des nations, marqua un tournant irréversible. Pendant plusieurs jours, des centaines de milliers d'hommes s'affrontèrent dans un chaos indescriptible. Lorsque Napoléon dut battre en retraite, ce ne fut plus seulement une défaite militaire, mais l'effondrement d'un système. L'Allemagne se souleva, les États satellites changèrent de camp, et la route de la France s'ouvrit aux armées ennemies. En 1814, pour la première fois depuis longtemps, la guerre entra véritablement en France. Napoléon se battit avec une énergie presque surhumaine, multipliant les manœuvres brillantes, remportant des victoires locales qui rappelaient le passé glorieux. Mais l'écart était trop grand, les ressources manquaient, la population était épuisée, et les Alliés avançaient inexorablement vers Paris. L'abdication fut l'aveu final. L'homme qui avait dominé l'Europe accepta de quitter le pouvoir, relégué sur une île minuscule, Elbe, comme une ironie cruelle de l'histoire. Pourtant, même dans cette chute, l'ombre de la Russie restait présente. Sans 1812, sans la disparition de la Grande Armée, jamais les ennemis n'auraient osé aller aussi loin. Le retour des 100 jours, l'ultime sursaut, porta encore la marque de cette blessure originelle. À Waterloo, Napoléon affronta une coalition sûre d'elle-même, disciplinée, convaincue que l'homme n'était plus invincible. La défaite fut rapide, définitive. Cette fois, il n'y eut pas d'exil provisoire, mais un enfermement lointain sur une île perdue au milieu de l'Atlantique. Dans les mémoires, les livres, les récits transmis de génération en génération, la campagne de Russie prit une place singulière. Elle devint le moment où l'histoire bascula, où l'Empire passa de l'expansion à la survie, puis à la chute. Elle symbolisa la limite ultime de la volonté humaine face aux forces combinées de la nature
de l'espace et du temps. Ainsi, bien au-delà des champs de bataille, la Russie demeura le tombeau invisible de la Grande Armée. Même lorsque les derniers vétérans moururent, longtemps après la fin de l'Empire, leurs souvenirs restaient liés à ces plaines enneigées où l'ambition s'était dissoute. Là, dans le silence glacé de 1812, Napoléon n'avait pas seulement perdu une armée, il avait perdu l'avenir qu'il croyait assuré. Le temps passa, mais la Russie demeura une plaie ouverte dans la mémoire européenne. Bien après la chute définitive de Napoléon, les survivants de 1812 restaient reconnaissables entre tous. On les appelait parfois les revenants. Leur démarche était lente, leurs traits prématurément vieillis et leur silence parlait plus fort que leurs récits. Ils avaient vu l'armée la plus puissante du monde se dissoudre, non dans une défaite éclatante, mais dans une longue agonie blanche. Dans les villages de France, lorsqu'un ancien soldat évoquait la campagne, ce n'étaient pas les combats glorieux qu'il décrivait, mais la marche interminable, la neige qui effaçait les chemins, le vent qui semblait vouloir arracher l'âme elle-même. Les noms de villes russes n'étaient plus des objectifs stratégiques, mais des étapes de souffrance. Smolensk, Moscou, la Bérésina devenaient des mots lourds, presque maudits. L'historiographie napoléonienne tenta longtemps de rationaliser l'échec. On parla d'erreurs logistiques, de conditions climatiques exceptionnelles, de trahison alliée. Tout cela était vrai en partie, mais ces explications ne suffisaient pas. La campagne de Russie révélait quelque chose de plus profond, la limite structurelle d'un système fondé sur la vitesse, la centralisation et l'obéissance absolue. En Russie, ses forces se retournèrent contre elles-mêmes. Plus l'armée avançait vite, plus elle s'éloignait de ses bases. Plus elle dépendait d'un seul homme, plus elle devenait vulnérable lorsque les circonstances échappaient à son contrôle. Napoléon, dans son exil final, revint souvent sur 1812. Il analysait, recalculait, imaginait d'autres choix. Avait-il dû s'arrêter à Smolensk? Aurait-il fallu hiverner plus à l'ouest? Devait-il engager sa garde à Borodino? Ces questions l'accompagnaient comme des fantômes. Mais derrière les hypothèses, une certitude demeurait. Une fois engagé dans cette immensité, il n'avait plus vraiment eu le choix. La logique même de son pouvoir l'avait conduit à Moscou, puis au désastre. Pour la Russie, la victoire eut aussi des conséquences durables. Elle transforma la conscience nationale. Le sentiment d'avoir sauvé la patrie au prix de sacrifices extrêmes renforça le lien entre l'État, l'armée et le peuple. La guerre de 1812 devint un mythe fondateur, transmis comme la preuve que la Russie pouvait survivre à n'importe quelle invasion, pourvu qu'elle accepte de se replier, de souffrir et d'attendre. En Europe, les stratèges étudièrent la campagne comme une leçon sévère. On comprit que la guerre moderne ne se gagnait plus seulement par des batailles décisives, mais par la maîtrise des ressources, des distances et du temps. L'idée qu'un territoire pouvait être utilisé comme une arme, que le vide et le froid pouvaient devenir des alliés, s'imposa durablement. La Grande Armée, quant à elle, entra dans la légende sous une forme paradoxale. Elle ne fut pas seulement un symbole de puissance, mais aussi un avertissement. Sa disparition rappelait que la grandeur pouvait contenir en elle-même les germes de la catastrophe. Plus une force est vaste, plus sa chute peut être totale. Ainsi, la campagne de Russie continua de vivre bien au-delà de 1812. Elle survécut dans les récits, dans les stratégies militaires, dans la mémoire collective des peuples. Elle resta le moment où l'histoire sembla ralentir, où le bruit des canons fut étouffé par le silence de la neige et où l'ambition humaine, confrontée à l'infini, se dissout peu à peu jusqu'à disparaître. Avec les décennies, la campagne de Russie cessa d'être seulement un événement historique pour devenir une métaphore. Elle représenta l'instant où l'élan humain, porté à son maximum, se heurta à quelque chose d'incommensurable. Dans les écoles militaires, on la disséqua comme un cas d'étude. Dans les familles, on la transmit comme une tragédie. Dans l'imaginaire collectif, elle devint une frontière invisible entre l'âge de la conquête et celui du doute. Pour les soldats survivants, la guerre ne s'acheva jamais vraiment. Même rentrés chez eux, ils restèrent habités par le froid. Un hiver ordinaire suffisait à réveiller les souvenirs. Le craquement de la neige sous les pas,
le souffle du vent dans une rue déserte, l'odeur d'un feu de bois trop faible. Tout pouvait ramener en un instant les plaines russes. Beaucoup ne réussirent jamais à se réadapter. Ils avaient appris à survivre jour après jour, sans projet, sans avenir. La paix leur semblait presque étrangère. Les familles des disparus vécurent avec une absence sans tombe. Il n'y eut pas de corps à enterrer, pas de certitude. On conserva parfois un bouton d'uniforme, une lettre jaunie, un sabre rouillé, comme autant de preuves fragiles qu'un fils, un mari, un frère avaient existé. La Russie n'avait pas seulement englouti une armée, elle avait laissé derrière elle un vide durable dans la société européenne. Napoléon, dans la solitude de sa dernière captivité, comprit peut-être mieux que quiconque la portée symbolique de 1812. Ses ennemis l'avaient vaincu à Waterloo, mais c'est en Russie que son mythe avait commencé à mourir. Là-bas, il n'avait pas été renversé par un homme ou par une coalition, mais par un enchaînement implacable de réalités qu'aucune volonté ne pouvait plier. Cette idée, pour un esprit forgé dans la certitude de sa propre puissance, fut sans doute la plus lourde à accepter. La grande armée, reconstruite dans les livres et les tableaux, prit une dimension presque irréelle. Les peintres la montrèrent, avançant dans la neige, silhouette minuscule perdue dans l'immensité blanche. Les écrivains en firent un chœur silencieux, marchant vers sa disparition. Peu à peu, la gloire initiale s'effaça derrière l'image de la fragilité humaine face à la nature et au temps. En Russie même, les traces matérielles s'estompèrent, mais la mémoire resta vive. Les villages reconstruits, les champs redevenus fertiles, portaient pourtant une histoire souterraine. Chaque génération apprenait que la survie avait exigé le sacrifice, que la victoire n'avait pas été éclatante mais patiente, douloureuse, presque résignée. Cette mémoire forgea une confiance particulière, celle d'un pays convaincu que, face à l'envahisseur, l'endurance pouvait l'emporter sur la force brute. Ainsi, la campagne de 1812 se transforma en un récit universel. Elle ne parlait plus seulement de Napoléon ou de la France, mais de toute ambition humaine confrontée à l'excès. Elle rappelait que l'histoire n'avance pas toujours par des coups d'éclat, mais parfois par l'épuisement lent, par l'usure silencieuse, par des décisions qui semblent rationnelles sur le moment et se révèlent fatales avec le recul. Dans les neiges de Russie, la grande armée avait disparu physiquement, mais son fantôme continua de marcher à travers les siècles, rappelant sans cesse que la puissance la plus impressionnante peut se dissoudre lorsqu'elle dépasse les limites du possible. Et dans ce souvenir persistant, Napoléon demeurait lié à cet hiver éternel, là où son rêve d'un empire sans frontières s'était finalement perdu. Avec le recul des générations, la campagne de Russie prit une dimension presque mythique, comme si elle appartenait à un autre âge du monde. Elle ne fut plus seulement racontée comme une suite d'événements militaires, mais comme une épreuve morale. Un passage où l'homme moderne découvrit brutalement ses propres limites. Dans ce récit élargi, Napoléon n'était plus uniquement un stratège ou un empereur, mais le symbole d'une volonté poussée jusqu'à son point de rupture. L'Europe du XIXe siècle, en se reconstruisant après les guerres, resta hantée par cette image. Les frontières furent redessinées, les régimes changèrent, mais la peur de la démesure demeura. Chaque grand projet politique, chaque ambition impériale semblait désormais porter en elle la question silencieuse. Jusqu'où peut-on aller sans se perdre ? La Russie de 1812 offrait une réponse claire et terrible. Dans les cercles intellectuels, la campagne devint un sujet de méditation. Certains y voyaient la victoire de la nature sur la civilisation, d'autres l'échec d'un système fondé sur la domination absolue. Les philosophes parlèrent de fatalité, les historiens de logique implacable. Tous reconnaissaient que cet épisode avait changé la manière de penser la guerre, le pouvoir et même le progrès. Les anciens champs de bataille, eux, retrouvèrent peu à peu leur tranquillité. Là où les colonnes avaient avancé, les herbes repoussèrent. Là où les hommes étaient tombés, les saisons passèrent sans se souvenir des noms. Pourtant, sous cette apparente normalité, le sol conservait la trace invisible d'un drame colossal. Chaque hiver, lorsque la neige recouvrait ces plaines, il semblait que le passé affleurait de nouveau, silencieux et obstiné.
La figure de Napoléon elle-même se transforma avec le temps. Le conquérant devint personnage tragique. Sa chute ne fut plus seulement perçue comme la conséquence d'erreurs humaines, mais comme l'aboutissement presque inévitable d'une trajectoire trop ambitieuse. La Russie apparut alors comme le moment clé où l'histoire avait décidé de rétablir un équilibre rompu. Dans la mémoire collective, la Grande Armée continua d'exister sous deux formes opposées. D'un côté, l'armée victorieuse des premières campagnes, disciplinée, brillante, sûre d'elle-même. De l'autre, l'armée fantomatique de 1812, errant dans la neige, privée de repères, livrée à la faim et au froid. Ces deux images, indissociables, formaient ensemble la légende napoléonienne, faite à la fois de gloire et de ruine. Ainsi, la campagne de Russie ne s'acheva jamais vraiment. Elle se prolongea dans les consciences, dans les avertissements muets qu'elle adressait à chaque époque. Elle rappelait que la puissance, lorsqu'elle ne connaît plus de frein, finit par se retourner contre elle-même. Et dans ce rappel incessant, les plaines russes demeuraient le théâtre ultime où l'histoire avait gravé, dans la neige et le silence, la fin d'une illusion. À mesure que le XIXe siècle avançait, la campagne de Russie cessait d'appartenir uniquement au passé napoléonien pour devenir un repère permanent dans la pensée européenne. Chaque génération y projetait ses propres inquiétudes. Les uns y voyaient la preuve que l'histoire punit toujours l'orgueil excessif. Les autres y lisaient un avertissement contre la croyance aveugle dans le progrès et la technique. Ainsi, l'hiver de 1812 continuait de dialoguer avec des époques qui ne l'avaient jamais connu. Les armées modernes, de plus en plus mécanisées, étudièrent avec attention ce désastre ancien. Les cartes furent annotées, les distances mesurées, les statistiques de ravitaillement recalculées. Mais malgré toute cette rigueur scientifique, une impression persistait. Ce qui avait détruit la Grande Armée ne se laissait pas entièrement enfermer dans des chiffres. Il y avait là quelque chose d'intangible, une accumulation de fatigue, de découragement et de solitude que nul tableau ne pouvait restituer pleinement. Dans la littérature, la Russie de 1812 devint un décor chargé de symboles. Les écrivains y virent un espace où l'individu se dissolvait dans l'immensité, où les certitudes s'éteignaient une à une. La neige n'était plus seulement un phénomène climatique, mais un voile qui effaçait les hiérarchies, les grades, les ambitions. Dans cette blancheur uniforme, le maréchal et le simple soldat partageaient le même destin fragile. La mémoire populaire conserva surtout l'image de la marche. Non pas la marche triomphale des débuts, mais celle de la retraite, lente, douloureuse, sans musique ni drapeau. Cette marche devint une métaphore de la chute, non brutale, mais progressive. Chaque pas arraché à la neige représentait une concession faite à la réalité, un renoncement à ce qui avait été promis au départ. Napoléon, figure centrale de cette tragédie, resta à jamais lié à cet épisode, même lorsque l'histoire le montra sous d'autres visages. Législateur, administrateur, exilé, la Russie demeura son point d'ombre. Elle rappelait que l'intelligence stratégique la plus brillante pouvait être prise au piège lorsqu'elle refusait de reconnaître ses propres limites. Dans ce sens, la campagne de 1812 dépassait la simple biographie d'un homme pour devenir une leçon universelle. Les plaines russes, indifférentes aux récits humains, continuèrent de s'étendre sous le ciel changeant. Elles avaient vu passer des armées avant Napoléon et en verraient d'autres après lui. Pourtant, aucune n'avait laissé une empreinte aussi profonde dans l'imaginaire européen. Ce n'était pas tant la violence des combats qui marquait les esprits que l'idée d'une force immense réduite à l'impuissance par le temps et l'espace. Ainsi, la campagne de Russie s'inscrivit comme un seuil. Avant elle, l'Europe croyait encore possible une domination totale, rapide, presque mécanique. Après elle, subsistait une méfiance nouvelle, un doute latent face aux promesses de grandeur absolue. Dans ce glissement silencieux, la Grande Armée, disparue dans les neiges, continuait de marcher, non plus sur les routes gelées, mais dans la conscience de l'histoire elle-même. Le récit avançait désormais vers une forme d'achèvement intérieur. La campagne de Russie, à force d'être revisitée, commentée, méditée,
avait quitté le domaine strict de l'histoire pour rejoindre celui des archétypes. Elle n'était plus seulement l'histoire d'une armée perdue, mais celle d'un moment où l'humanité moderne s'était heurtée à une frontière invisible, impossible à franchir sans se nier elle-même. Au fil du temps, les chiffres cessèrent d'impressionner. 600 000 hommes, 100 000 survivants, des milliers de kilomètres parcourus. Ces données, répétées dans les manuels, perdaient leur pouvoir explicatif. Ce qui restait, c'était l'expérience humaine, brute, presque indicible, la sensation d'abandon dans un espace sans repère, l'idée que la civilisation, avec ses ordres, ses règlements et ses certitudes, pouvait se dissoudre en quelques semaines lorsque les conditions devenaient extrêmes. Dans cette perspective, la Russie de 1812 apparaissait comme un miroir. Elle reflétait les illusions de l'Europe napoléonienne, sa foi absolue dans l'organisation, la discipline et la volonté individuelle. Face à cette armée conçue comme une machine parfaite, la Russie n'avait opposé ni une supériorité technique, ni une stratégie brillante au sens classique, mais une résistance diffuse, presque passive, fondée sur la durée et l'acceptation de la perte. C'était un affrontement entre deux conceptions du monde. La figure du soldat anonyme s'imposa peu à peu au centre du récit. Loin des états-majors et des décisions impériales, c'était lui qui avait porté le poids réel de la campagne. Lui qui avait marché, faim au ventre, pieds en sang, sans toujours savoir pourquoi il avançait encore. Lui qui avait regardé disparaître les repères familiers, les villages, les routes, jusqu'à ne plus reconnaître que la neige et le ciel. Dans cette solitude extrême, l'individu cessait d'être un instrument de la gloire pour devenir simplement un être humain luttant pour rester en vie. La retraite transforma profondément la perception de la guerre. Elle révéla que la défaite la plus totale n'était pas forcément celle où l'on perd une bataille, mais celle où l'on perd le sens. Lorsque les ordres n'arrivent de plus, lorsque les objectifs n'ont plus de signification, lorsque l'avenir se réduit à survivre jusqu'au lendemain, l'armée cesse d'exister en tant que force cohérente. Elle devient une multitude de destins isolés, livrés au hasard. Napoléon, malgré toute sa grandeur passée, ne put jamais se détacher de cette vérité. Même dans les récits qu'il faisait de sa propre vie, la Russie restait un point fixe, une sorte de noyau sombre autour duquel tout le reste gravita. Il avait compris, peut-être trop tard, que certaines réalités ne se plient pas à la volonté, que certaines victoires apparentes peuvent contenir les germes d'un effondrement bien plus vaste. Ainsi, la campagne de Russie finit par incarner une leçon silencieuse mais persistante. Elle rappelait que l'histoire n'est pas seulement faite par les vainqueurs, mais aussi par les conditions invisibles qui déterminent ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Elle enseignait que la puissance, lorsqu'elle ignore ses propres limites, finit par se consumer de l'intérieur. Dans le long souffle du temps, la grande armée s'éteignit définitivement, non pas dans un fracas final, mais dans un lent effacement. Pourtant, ce silence n'était pas vide. Il portait en lui un avertissement durable, presque intemporel. Dans les neiges de Russie, l'ambition humaine avait trouvé son seuil, et l'histoire implacable en avait gravé la trace pour ceux qui viendraient après. Peu à peu, le récit atteignait une zone où les mots eux-mêmes semblaient perdre de leur poids. La campagne de Russie, tant racontée, tant analysée, ne cherchait plus à être expliquée. Elle s'imposait comme une évidence historique, presque naturelle, semblable à une catastrophe géologique dont on peut décrire les effets sans jamais en épuiser le sens. Ce qui frappait avec le recul, ce n'était pas seulement l'échec militaire, mais la rupture intime entre l'homme et son projet. Napoléon avait bâti son empire sur l'idée que tout pouvait être ordonné, maîtrisé, accéléré. En Russie, cette certitude se heurta à une réalité indifférente. Les distances ne raccourcissaient pas parce qu'on le voulait. Le froid ne négociait pas. Le temps ne se laissait pas contraindre par des proclamations. La grande armée, conçue comme une machine rationnelle, se désagrégea parce que ses fondements reposaient sur un environnement qui cessait soudain de coopérer. Les routes n'étaient plus des axes de progression, mais des couloirs de souffrance. Les villages n'étaient mollo plus des sources de ravitaillement, mais des cendres. Chaque élément du système impérial, si efficace ailleurs,
devenait en Russie une faiblesse mortelle. Dans cette lente désintégration, quelque chose changea aussi dans la manière dont les hommes percevèrent l'autorité. Lorsque la survie quotidienne devient l'unique horizon, les symboles du pouvoir perdent leur force. L'aigle impérial, autrefois signe de victoire, ne protégeait ni du froid ni de la faim. Les grades s'effaçaient devant la nécessité immédiate de marcher, de trouver un abri, de rester en vie jusqu'à l'aube. Cette expérience extrême laissa une empreinte profonde dans la conscience européenne. Elle introduisit une méfiance nouvelle envers les constructions trop parfaites, trop ambitieuses. L'idée qu'un système, aussi bien conçu soit-il, pouvait s'effondrer sous le poids de facteurs imprévus devint une intuition durable. La Russie avait montré que l'histoire n'obéit pas toujours à la logique des hommes. Même après la disparition de Napoléon, cette intuition persista. Chaque fois qu'un pouvoir prétendait à l'infaillibilité, chaque fois qu'une armée se croyait invincible, le souvenir de 1812 refaisait surface, parfois de manière diffuse, presque inconsciente. Il n'était plus nécessaire de nommer Moscou ou la Bérésina. L'image d'une force immense se dissolvant dans l'immensité suffisait. Ainsi, la campagne de Russie s'acheminait vers sa véritable fin, non dans une date précise, mais dans une compréhension collective. Elle devenait un repère intérieur, une borne invisible indiquant ce qui peut être tenté et ce qui relève de l'illusion. La grande armée avait disparu, mais son effacement lui-même était devenu signifiant. Dans ce silence final, l'histoire semblait suspendre son jugement. Elle ne condamnait pas, elle constatait. Dans les neiges de Russie, l'homme avait avancé jusqu'au point où sa volonté ne suffisait plus. Et à cet endroit précis, sans éclat ni triomphe, quelque chose s'était définitivement refermé. À ce stade du récit, il ne restait plus ni armée à suivre, ni empereur à juger. Il restait seulement une trace, diffuse mais persistante, inscrite dans la mémoire longue de l'histoire. La campagne de Russie avait cessé d'être un événement pour devenir une fracture. Avant elle, l'Europe croyait encore que la volonté, soutenue par l'organisation et la force, pouvait remodeler le monde à son image. Après elle, cette certitude ne fut plus jamais entière. Ce qui s'était joué en 1812 dépassait de loin le cadre napoléonien. La grande armée n'avait pas seulement fondu sous l'effet du froid et de la faim, elle avait révélé la vulnérabilité fondamentale de toute construction humaine lorsqu'elle se confronte à l'infini. L'espace russe, immense et indifférent, avait agi comme un révélateur brutal. Il n'avait pas attaqué, il avait simplement attendu. Et dans cette attente, il avait épuisé l'élan même de la conquête. La mémoire de cet effondrement se fixa sans bruit. Elle ne donna pas naissance à un monument unique, ni à un jour de deuil officiel universel. Elle s'infiltra autrement dans les récits, dans les précautions nouvelles des stratèges, dans la prudence accrue des gouvernants. Elle devint une référence tacite, une ligne invisible que l'on hésitait à franchir sans y penser à deux fois. Napoléon, dans les dernières années de sa vie, tenta parfois de se réapproprier cette histoire, de la ramener à une suite de choix corrigibles. Mais l'histoire, elle, avait déjà tranché. La Russie n'était pas seulement une erreur parmi d'autres, elle était le moment où l'Empire avait rencontré quelque chose qui ne pouvait ni être dominé ni négocié. Ce n'était pas une défaite classique, mais une dissolution. La grande armée, qui avait incarné la promesse d'un ordre nouveau, s'était transformée en une multitude de trajectoires interrompues. Des hommes venus de toute l'Europe avaient disparu dans un même silence, sans distinction de langue, de rang ou de patrie. Cette disparition collective donnait à la campagne de Russie une dimension presque universelle, celle d'une ambition qui, en se voulant totale, avait perdu toute mesure. Ainsi se refermait le cycle, non par un fracas final, mais par un apaisement étrange, presque glacial. L'histoire continuait, bien sûr. D'autres guerres viendraient, d'autres empires s'élèveraient, mais quelque chose avait changé de manière irréversible. Dans les neiges de Russie, la certitude de l'invincibilité avait été abandonnée, comme un fardeau trop lourd à porter plus loin. Et c'est peut-être là que réside le véritable héritage de 1812, non dans les batailles, ni dans les dates, mais dans cette limite révélée.
À l'endroit précis où la grande armée s'était dissoute, l'histoire avait murmuré une vérité simple et implacable. Aucune puissance, aussi vaste soit-elle, ne peut survivre longtemps lorsqu'elle oublie la mesure du monde qu'elle prétend conquérir. Avec la 11e étape du récit, il ne restait presque plus que le temps lui-même comme protagoniste. Le temps long, celui qui efface les hommes, mais conserve les leçons. La campagne de Russie s'éloignait désormais de l'événement pour devenir une empreinte durable, semblable à une cicatrice invisible sur le corps de l'histoire européenne. Les générations nées après Napoléon héritèrent d'un monde différent. Elles ne connurent pas l'ivresse des conquêtes rapides, ni la croyance naïve en une domination sans limite. À leur place subsistait une conscience plus sombre, forgée par l'idée que toute puissance porte en elle son point de rupture. Cette conscience ne s'exprimait pas toujours clairement, mais elle influençait les décisions, les prudences, les hésitations. Dans les récits transmis, la Russie apparaissait comme un espace presque abstrait. Elle n'était plus seulement un pays, mais une notion, celle de l'excès, de l'épreuve ultime. On ne parlait plus uniquement d'armées et de généraux, mais d'endurance, d'attente, de renoncement. La victoire russe n'était pas célébrée comme un triomphe éclatant, mais comme une survie acquise au prix d'un sacrifice immense. Cette nuance marquait profondément les esprits. La Grande Armée, quant à elle, continua d'exister sous une forme paradoxale. Absente dans la réalité, elle demeurait présente dans l'imaginaire. Elle devenait le symbole d'un monde ancien, où l'on croyait encore que la guerre pouvait être maîtrisée comme une équation. Sa disparition marquait la fin de cette illusion. Après 1812, la guerre ne serait plus jamais pensée de la même manière. Napoléon, réduit à une figure lointaine, presque légendaire, n'échappait pas à cette transformation. Son nom restait associé à la grandeur, mais aussi à la chute. La Russie n'était pas un simple épisode de son règne. Elle en était le point d'équilibre négatif, celui qui donnait sens à l'ensemble. Sans elle, il aurait été un conquérant parmi d'autres. Avec elle, il devenait un personnage tragique, emporté par sa propre logique. Ainsi, le récit approchait de sa conclusion non par une fin nette, mais par une dilution progressive. La campagne de Russie se fondait dans l'histoire globale, comme une leçon intégrée, presque instinctive. Elle cessait d'être racontée pour être comprise, puis simplement ressentie. Dans cette dernière perspective, il n'y avait plus ni neige, ni feu, ni cri. Il restait une idée silencieuse, celle d'une limite infranchissable. La Grande Armée avait atteint cette limite et s'y était dissoute. Et depuis lors, l'histoire avançait en gardant au plus profond d'elle-même le souvenir de cet instant où l'ambition humaine avait touché le bord de l'infini. À la 12e étape, le récit atteignait un état presque immobile, comme si l'histoire elle-même avait cessé d'avancer pour contempler ce qu'elle venait de produire. La campagne de Russie n'était plus un drame en mouvement, mais un paysage figé, comparable à ces étendues enneigées où rien ne semble changer, alors même que le temps continue de s'écouler. Ce qui subsistait, c'était une forme de silence, un silence chargé, épais, né de la disparition de tant de vie et de tant d'espérance. Ce silence n'était pas vide, il contenait tout ce qui n'avait pas pu être sauvé, tout ce qui n'avait pas trouvé de mots. Dans ce mutisme, la Grande Armée trouvait sa sépulture la plus durable, bien plus que dans n'importe quelle fosse ou monument. L'histoire, avec son recul impitoyable, ne retenait plus les visages précis ni les noms innombrables. Elle retenait un mouvement général, une trajectoire collective qui avait commencé dans l'enthousiasme et s'était achevée dans l'épuisement. Cette trajectoire ressemblait à une parabole parfaite, presque trop parfaite pour n'être qu'un accident. Elle donnait l'impression que quelque chose devait nécessairement se briser, tôt ou tard. La Russie de 1812 se révélait alors comme un point d'inflexion invisible. Avant elle, l'expansion semblait naturelle, presque inévitable. Après elle, l'idée même de progression continue paraissait suspecte. Les contemporains ne formulèrent pas toujours cette rupture consciemment, mais elle se glissa dans les mentalités, dans les prudences nouvelles, dans la manière d'envisager l'avenir. Napoléon, dans cette perspective élargie,
apparaissait moins comme la cause que comme le vecteur de cette prise de conscience. Il avait porté jusqu'à l'extrême une logique déjà présente en Europe, celle de la domination par la force organisée. En Russie, cette logique avait rencontré un espace qui refusait toute accélération, toute compression. Le choc avait été inévitable. La Grande Armée, en se dissolvant, avait rendu visible ce que l'on préférait ignorer, la fragilité de toute construction humaine lorsqu'elle s'éloigne trop des conditions qui la rendent possible. Elle avait montré que la puissance ne se mesure pas seulement en effectifs, en canons ou en victoires passées, mais aussi en capacité à reconnaître les limites, à accepter l'inachevé, à savoir s'arrêter. Ainsi, la campagne de Russie se transformait en une sorte de point fixe dans la conscience historique. On pouvait s'en éloigner dans le temps, mais jamais complètement l'oublier. Elle restait là, comme une borne silencieuse, rappelant que l'histoire n'est pas un mouvement rectiligne vers toujours plus de grandeur, mais une suite de tentatives, de dépassements et de retours brutaux à la réalité. Dans cette immobilité finale, la neige semblait retomber une dernière fois, recouvrant uniformément les traces de pas, les débris, les restes d'un rêve impérial. Et sous ce manteau blanc, sans jugement ni emphase, l'histoire conservait ce qu'elle avait appris, que toute ambition, lorsqu'elle se veut absolue, finit par rencontrer un espace où elle ne peut que se taire. À la 13e étape, le récit semblait entrer dans une profondeur presque métaphysique. Il ne s'agissait plus de comprendre ce qui s'était passé, mais d'accepter ce que cela signifiait. La campagne de Russie avait atteint ce point rare où l'histoire cesse d'être un enchaînement de causes et d'effets pour devenir une expérience fondatrice, inscrite dans la conscience humaine comme une évidence muette. Ce que l'on percevait alors, c'était la lente disparition de la certitude. Pas seulement celle de Napoléon, ni même celle de l'Europe de son temps, mais une certitude plus ancienne, l'idée que la volonté humaine, correctement organisée, pouvait triompher de tout. En Russie, cette idée ne s'était pas effondrée brutalement. Elle s'était usée jour après jour, pas après pas, jusqu'à ne plus avoir de substance. La neige, dans cette mémoire élargie, n'était plus un élément concret. Elle devenait un symbole d'effacement. Elle recouvrait les traces, annulait les hiérarchies, transformait l'histoire en paysage. Sous elle, les distinctions disparaissaient, vainqueurs et vaincus, chefs et soldats, plans grandioses et décisions improvisées. Tout se réduisait à une même fragilité exposée au froid et au temps. La Grande Armée, qui avait incarné l'ordre, la discipline et la promesse d'un monde rationalisé, s'était dissoute précisément là où cet ordre n'avait plus de prise. En Russie, la logique cessait d'être cumulative. Chaque jour ne s'ajoutait pas au précédent pour rapprocher d'un but, mais retirait quelque chose. Un homme, un cheval, une illusion. La marche en avant se transformait en soustraction continue. Dans ce processus, la notion même de victoire perdait son sens. Moscou avait été prise, Borodino avait été gagné, et pourtant tout était déjà perdu. Cette contradiction, profondément déstabilisante, marqua durablement la pensée historique. Elle montrait que le succès apparent pouvait contenir une défaite plus profonde, invisible sur le moment, mais irréversible. Napoléon, figure centrale et pourtant presque absente à ce stade du récit, incarnait cette contradiction. Il avait atteint l'apogée de son pouvoir au moment même où celui-ci commençait à se dissoudre. La Russie révélait que la grandeur, lorsqu'elle devient totale, se prive de toute marge de repli. Elle ne peut plus reculer sans se nier elle-même. Ainsi, la campagne de 1812 se présentait comme une sorte de seuil intérieur, une ligne invisible au-delà de laquelle l'histoire ne pouvait plus se raconter de la même manière. Elle introduisait le doute là où régnait la certitude, la lenteur là où dominait la vitesse, l'attente là où l'on exigeait des résultats immédiats. Dans cette 13e résonance du récit, il ne restait presque plus rien à ajouter. Tout était déjà contenu dans cette image essentielle, une armée immense avançant dans un espace sans limite, jusqu'au moment où cet espace cesse de lui répondre. À cet instant précis, sans bruit ni éclat, l'histoire avait montré que même les forces les plus organisées peuvent se dissoudre lorsqu'elles rencontrent ce qui ne se laisse ni contraindre ni mesurer.
Et depuis lors, cette leçon silencieuse continuait de se transmettre, non comme un avertissement explicite, mais comme une présence diffuse, rappelant que toute ambition humaine, lorsqu'elle oublie la finitude du monde, finit toujours par marcher vers son propre effacement. À la 14e étape, le récit touchait presque à son épilogue intérieur. Il n'y avait plus de faits nouveaux à dévoiler, plus de conséquences à dérouler. Tout ce qui pouvait être dit l'avait été, et pourtant l'histoire continuait de résonner, comme un écho qui ne s'éteint jamais complètement. La campagne de Russie était devenue de seule une présence, non un souvenir figé. Ce qui persistait avant tout, c'était l'idée d'une confrontation silencieuse entre deux temporalités. D'un côté, le temps court de l'ambition, de la décision, de l'ordre donné et exécuté sans délai, de l'autre, le temps long de l'espace, du climat, de l'usure progressive. En 1812, ces deux temps s'étaient rencontrés, et le second avait absorbé le premier sans violence apparente, simplement par sa durée. La Russie n'avait pas triomphé au sens classique, elle avait tenu, elle avait attendu, elle avait accepté de perdre pour ne pas disparaître. Cette attitude, incompréhensible pour une pensée stratégique fondée sur la rapidité et la concentration, avait révélé une autre manière de survivre à l'histoire, non pas en l'affrontant directement, mais en la laissant se déployer jusqu'à ce que l'adversaire s'y dissolve. Dans cette perspective, la Grande Armée apparaissait presque comme une expérience limite. Elle représentait le point maximal de ce que l'organisation humaine pouvait produire en matière de force militaire. Et c'est précisément cette perfection apparente qui avait rendu sa chute si totale. Il n'y avait plus de réserve, plus de souplesse, plus d'espace pour l'imprévu. Tout était engagé, tout était tendu vers l'avant. Lorsque l'élan se brisa, rien ne subsista pour amortir le choc. L'histoire, en intégrant cette leçon, sembla ralentir son jugement. Elle ne transforma pas la campagne de Russie en simple morale. Elle la laissa ouverte, complexe, parfois contradictoire. On pouvait y voir une faute stratégique, une tragédie humaine, une victoire défensive ou un mythe fondateur. Toutes ces lectures coexistaient, sans jamais épuiser le sens de l'événement. À ce stade du récit, Napoléon n'était plus qu'une silhouette lointaine, presque secondaire. Non parce qu'il avait été insignifiant, mais parce que l'événement l'avait dépassé. La Russie avait déplacé le centre de gravité de l'histoire. Ce n'était plus l'homme exceptionnel qui façonnait le monde, mais le monde qui rappelait à l'homme exceptionnel qu'il avait des limites. Ainsi, la campagne de 1812 continuait d'exister comme un point de suspension. Elle ne concluait rien de définitif. Elle n'enseignait pas une vérité simple. Elle laissait derrière elle une tension permanente entre ce que l'homme croit pouvoir faire et ce que le réel accepte de lui laisser faire. Dans cette 14e résonance, le récit s'approchait d'un silence conscient, non un silence vide, mais un silence chargé de compréhension. Comme si l'histoire, après avoir montré la marche, la chute et l'effacement, invitait simplement à regarder ce qui demeure lorsque tout le reste a disparu. La trace invisible d'une limite, gravée une fois pour toutes dans la neige du temps. À la 15e étape, le récit se trouvait au seuil de sa conclusion véritable, non comme une fin spectaculaire, mais comme une extinction lente, assumée. Il ne restait plus à comprendre, plus à interpréter. Il restait à laisser retomber ce qui devait retomber. Comme la neige recouvre tout sans distinction, sans urgence, sans colère. La campagne de Russie avait achevé son travail longtemps après la disparition des derniers soldats. Elle avait agi sur les mentalités, sur les réflexes, sur la manière même dont l'Europe se pensait face au monde. Désormais, toute ambition portait en elle une inquiétude sourde. Chaque projet d'expansion, chaque rêve de domination se heurtait, consciemment ou non, à l'ombre de 1812, non comme une menace explicite, mais comme une retenue intérieure. Ce qui s'était effondré en Russie n'était pas seulement une armée, ni même un empire. C'était une confiance absolue dans la continuité. L'idée que le succès d'hier garantissait celui de demain. L'idée que la volonté, si elle était assez forte, finirait toujours par imposer sa logique au réel. En Russie, cette chaîne s'était brisée, et une fois brisée, elle ne pouvait plus être entièrement réparée.
La grande armée, devenue souvenir, ne laissait derrière elle ni hymne victorieux, ni mythe rassurant. Elle laissait une question ouverte. Jusqu'où peut-on aller sans se perdre? Où se situe le point où l'élan devient aveuglement? Ces questions, nées dans le silence glacé de la retraite, traversèrent les décennies sans jamais trouver de réponse définitive. Napoléon, figure désormais figée dans l'histoire, ne dominait plus ce récit. Il en faisait partie, au même titre que les soldats anonymes, les villages brûlés, les routes effacées. Son génie, réel et incontestable, apparaissait désormais inséparable de sa limite. Et cette limite portait un nom qui ne désignait ni une défaite classique, ni une bataille perdue, mais un espace, une saison, une durée, la Russie, l'hiver, le temps. À ce point du récit, tout semblait se rejoindre, l'ambition et l'épuisement, la grandeur et la fragilité, le mouvement et l'arrêt. La campagne de 1812 n'était plus un chapitre de l'histoire napoléonienne, mais une sorte de point fixe autour duquel gravitaient toutes les autres interprétations, un centre immobile, silencieux, impossible à contourner. Ainsi le récit s'achevait sans conclusion formelle. Il se dissolvait, comme s'était dissoute la grande armée, non dans l'oubli, mais dans une présence diffuse. Dans les neiges de Russie, l'histoire n'avait pas proclamé une victoire éclatante. Elle avait simplement rappelé une vérité fondamentale, sans emphase ni jugement. Il existe des espaces où la volonté humaine cesse d'avancer et où le monde, immobile et patient, reprend ce qui lui appartient. À la 16e étape, il ne restait presque plus rien à raconter, et pourtant, le récit n'était pas vide. Il atteignait ce moment rare où l'histoire, après avoir parlé longuement, choisit de se taire sans disparaître. La campagne de Russie n'était plus un drame, ni même une leçon explicite. Elle était devenue une sorte de fond silencieux sur lequel se détachaient toutes les ambitions ultérieures. Ce silence n'était pas l'oubli, il ressemblait plutôt à une présence constante, à peine perceptible, mais impossible à ignorer. Chaque fois que l'Europe rêva de puissance totale, chaque fois qu'un État crut pouvoir plier le monde à sa volonté, l'ombre de 1812 se glissa dans les marges de la pensée. Elle n'interdisait rien. Elle rappelait simplement que toute avancée comporte un seuil et que franchir ce seuil entraîne des conséquences qui échappent à toute maîtrise. La grande armée, dissoute depuis longtemps, continuait d'exister sous une forme immatérielle. Elle n'était plus une force ni même un souvenir précis, mais une trace de pas dans la neige du temps, déjà presque effacée, mais encore visible pour qui sait regarder. Elle témoignait d'un moment où l'homme avait cru pouvoir abolir la distance, le climat et la durée, et où ces trois éléments s'étaient réunis pour lui opposer un refus silencieux. Napoléon, réduit à une figure historique parmi d'autres, n'échappait pas à cette réduction progressive. Sa grandeur restait intacte, mais elle était désormais indissociable de sa limite. La Russie n'avait pas détruit son génie, elle l'avait encerclé. Elle avait montré que même l'intelligence la plus aiguë ne peut pas toujours transformer le réel selon ses schémas. Cette constatation, plus que toute défaite militaire, donnait à son destin une dimension tragique. À ce stade ultime du récit, les catégories habituelles perdaient leur pertinence. Il n'y avait plus de vainqueur clair, plus de coupable unique, plus de morale simple. Il y avait un enchaînement, presque naturel, entre l'élan et l'épuisement. Une logique qui, poussée à son terme, s'était retournée sur elle-même. La campagne de Russie apparaissait alors comme une expérience limite, où l'histoire avait exploré jusqu'au bout ce qu'une ambition totale pouvait produire. Ainsi, le récit s'approchait de sa fin véritable. Non une fin marquée par un point final, mais par un ralentissement, une dilution progressive. Comme la grande armée elle-même, l'histoire de 1812 ne s'achevait pas dans un choc ultime, mais dans un effacement graduel. Elle se retirait dans la mémoire, dans la pensée, dans cette zone silencieuse où les événements cessent d'être racontés pour devenir compris. Et dans ce retrait, quelque chose demeurait, une certitude calme, presque impersonnelle. Dans les neiges de Russie, l'homme avait rencontré une limite qui ne se proclamait pas, qui ne se défendait pas,
mais qui existait simplement. Face à elle, toute volonté, même la plus puissante, finissait par se dissoudre. Et c'est dans cette dissolution silencieuse que l'histoire avait trouvé, non une conclusion, mais un équilibre. À la 17e et dernière étape, le récit s'éteignait comme une braise que plus rien ne vient raviver. Il ne restait plus ni voix, ni mouvement, ni même attente. La campagne de Russie avait accompli tout ce qu'elle pouvait accomplir dans l'histoire des hommes. Elle n'appelait plus de commentaires, plus de prolongements. Elle demeurait simplement. Dans cet ultime silence, la grande armée cessait définitivement d'exister comme sujet. Elle n'était plus une force dissoute, ni même une trace encore visible. Elle devenait une absence intégrée, une donnée immuable du passé. Là où tant d'hommes avaient marché, souffert et disparu, il n'y avait plus que l'espace, redevenu indifférent, égal à lui-même. Les plaines russes continuaient de s'étendre sans mémoire apparente, comme si rien n'avait jamais troublé leur immobilité. L'histoire, arrivée à ce point, ne cherchait plus à juger. Elle ne condamnait ni Napoléon, ni ses soldats, ni ceux qui avaient choisi la stratégie de l'attente et du sacrifice. Elle constatait seulement qu'un seuil avait été franchi, puis refermé. Ce seuil n'était pas géographique, ni politique. Il était intérieur. Après 1812, quelque chose s'était définitivement déplacé dans la conscience humaine. L'ambition désormais ne pouvait plus se penser sans ombre, la certitude sans réserve, la puissance sans contrepoids. La Russie avait inscrit dans le temps long une vérité que nul discours n'aurait pu imposer avec autant de force. Il existe des limites que l'on ne découvre qu'en les dépassant, et dont le prix est toujours irréversible. Napoléon, réduit à une figure du passé, reposait désormais entièrement dans l'histoire. Son génie, ses victoires, ses lois, ses défaites formaient un tout indissociable. Mais au cœur de ce tout, la campagne de Russie demeurait comme un noyau silencieux. Non le moment le plus spectaculaire, ni même le plus dramatique, mais le plus décisif. Là où tout avait commencé à se défaire lentement, sans retour possible. Ainsi s'achevait le récit, non par une chute brutale, ni par une révélation finale, mais par une immobilité pleine de sens. Dans les neiges de Russie, la grande armée ne s'était pas seulement éteinte. Elle avait laissé derrière elle une ligne invisible, tracée une fois pour toutes dans l'histoire humaine. Une ligne que l'on peut ignorer, que l'on peut oublier un temps, mais que l'on finit toujours par retrouver lorsque l'ambition avance trop loin. Et dans cet ultime retrait, l'histoire ne disait plus rien. Elle laissait simplement le silence faire son œuvre, comme l'hiver avait fait la sienne, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une certitude tranquille. Toute puissance a son point de dissolution, et parfois ce point se trouve dans un espace qui ne résiste pas, mais qui attend.